La fraude et la contrebande dans le secteur minier continuent de faire mouche dans l'économie nationale congolaise. Dans la province du Lualaba, des dizaines de camions remorques remplis de minerais ont été saisis, tentant de quitter le pays en violation flagrante de lois en matière douanière et fiscale. Une prise effectuée quelques jours seulement après la tenue des DRC Africa Business Forum sur le minerai du Congo qui rentre dans la fabrication des batteries et véhicules électriques. Pendant ce temps, à Mbuji-Mayi, les travaux de construction, réhabilitation et modernisation des infrastructures structurantes inscrits dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités avancent merveilleusement bien. Le développement de ces titres et tant d'autres dans le corps de cette édition du magazine Fiscalité et Développement dans une présentation signée Ruben Tiagiyunga Mayoni. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux pour suivre ce magazine Fiscalité et Développement, la grand-messe des finances publiques en République démocratique du Congo. Développer une chaîne de valeur régionale autour de l'industrie des batteries électriques, du marché des véhicules électriques et des énergies propres, tel est le thème des assises de DRC Africa Business Forum, tenues le 24 et 25 novembre 2021 à Kinshasa. Placé sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la République démocratique du Congo a pris des engagements allant dans le sens de mettre en place un conseil de batterie de la RDC, un véhicule financier et signer un acte d'engagement en vue du développement d'une industrie des minerais des batteries au pays. L'objectif de cette rencontre était donc d'inciter les investisseurs du secteur minier à s'installer en République démocratique du Congo, qui dispose bien sûr des matières premières stratégiques, notamment le cobalt, le lithium, le manganèse et le nickel, en vue de les transformer et les valoriser sur place. In fine, il s'agit donc de mettre sur pied une chaîne de valeur qui va contribuer à la création des emplois et booster le développement économique de la RDC en particulier et de l'Afrique en général. Disposant de ces ressources minérales qui rentrent dans la fabrication des batteries électriques, la République démocratique du Congo se place ainsi au cœur de la transition climatique et énergétique. La RDC a tenu ce forum en prévision de la demande mondiale des voitures électriques estimée à 250 millions d'ici à 2030. Le marché pourrait générer des ressources financières au profit du Congo-Kinshasa évaluées à 8 000 milliards de dollars américains selon le ministre de l'Industrie Julien Paluku Kahongya. Comme nous parlons des ressources minières, sachez que la fraude dans ce secteur se porte bien, en tout cas et à merveille, en République démocratique du Congo en général et au Lualaba en particulier, où nous nous rendons. Ce qui constitue en fait un manque à gagner pour le pays privé de ses ressources financières internes. Il se passe pas un seul jour sans qu'on parle d'un cas de fraude sur les minerais congolais. Je ne vous en dirai pas plus, suivez plutôt ce reportage pour vous en convaincre. Encore un autre lot de camions interceptés par le service de sécurité du Lualaba. Ils sont au nombre de 16, transportant les minerais bâchés prêts à quitter frauduleusement la province vers une destination inconnue. C'est ce qui a justifié la mission d'inspection initiée par l'autorité provinciale, composé de plusieurs membres du gouvernement provincial et des membres du conseil local de sécurité, avec à la tête le ministre provincial de l'Intérieur. La mission, diligentée par Deoda Kapenda, qui a eu lieu ce jeudi 25 novembre 2021 dans différents lieux où sont gardés ces camions poids lourds. Sur ordre de l'autorité, les membres du gouvernement que vous voyez avec moi, nous nous sommes déplacés pour venir constater l'arrestation de 16 camions. Ces 16 camions sortaient sans documents valables pour aller les vendre soit à Lubumbashi, soit à l'extérieur du pays. C'est donc 16 autres camions en dehors de la situation des 17 camions que vous connaissez. L'autorité nous a demandé de venir voir de visu là où sont garés ces camions. Vous avez compté, il y en a 16 et les propriétaires doivent justifier de la provenance et de la destination.
Ceci est le résultat des dispositions musclées mises sur pied par Fifi Masuka Saini pour lutter contre la fraude devenue depuis un temps comme mode de vie dans la province du Lualaba, ce qui constitue un véritable manque à gagner pour le trésor public. Un deuxième coup de filet de cette envergure depuis l'accession de Fifi Masuka Saini à la tête du Lualaba. La première fois, 17 camions étaient tombés dans les mailles des services de sécurité, ce qui a occasionné même l'arrivée sur place du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, accompagné de l'inspecteur général des Finances, Gilles Alinguete, sur instruction du Premier ministre Samalou Kondé. Au total, 33 camions contenant des minerais frauduleux sont tombés dans les mains des autorités grâce à la détermination de Masuka Saini qui travaille nuit et jour pour changer l'image du Lualaba, comme le veut le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Retour ici à Kinshasa pour vous proposer les actes générateurs des recettes relevant du secteur des mines, des recettes qui sont encadrées et ordonnancées par la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de Gérard Jocelyn Babalomba pour la lecture. Voici les actes générateurs qui relèvent du secteur des mines sous l'encadrement de la DGRAD qui intervient dans l'ordonnancement et le recouvrement des recettes non fiscales de l'État. Redevance pour agrément de comptoirs d'achat et de vente de substances minérales. Redevance pour acheteurs supplémentaires. Caution de comptoirs d'or, de diamants, de pierres de couleur et autres substances autorisées. Quotité de la taxe ad valorem à payer à chaque exportation d'or, de diamants ou de pierres de couleur de production artisanale pour les trésors publics. Quotité de 50% sur les droits superficiaires annuels par carré minier, droit d'enregistrement d'une drague de plus de 4 pouces, taxe pour approbation et enregistrement d'hypothèques, de cession, d'amodiation, des contrats d'option et ou de transmission, taxe sur l'achat des substances minérales autres que l'or et les diamants, taxe sur l'autorisation d'exportation, droit sur la vente des cahiers de charges pour l'attribution des gisements miniers, redevance minière, taxe d'agrément de l'acheteur de tout comptoir de l'or et ou du diamant, redevance annuelle pour les entités de traitement et ou de transformation de toute catégorie et TRI, droit sur la vente des publications du ministère des Mines, droit sur les bonus des signatures, redevance annuelle anticipative pour les laboratoires d'analyse des produits miniers marchands. Imposition sur l'exportation des échantillons destinés aux analyses et essais industriels. Quotité de 50% des pas, des portes et royalties aux primes de cession des redevances supplémentaires dont bénéficient les entreprises du portefeuille de l'État. Taxe sur l'autorisation des traitements ou des transformations des substances autres que les produits d'exportation artisanale. Tels sont les actes générateurs des recettes non fiscales de l'État relevant du secteur des mines ordonnancées et encadrées par la DGRAD. Et puis les parties prenantes pour convenir des types de contrats miniers et pétroliers à publier se sont retrouvées au cours d'un atelier de 2 jours, soit les 26 et 27 novembre 2021. Objectif, parvenir à un consensus sur l'obligation et l'importance de rendre public tout contrat signé, octroyé, modifié, ainsi que sur les types de contrats du secteur extractif à publier. Les parties prenantes à ces assises ont donc insisté sur la transparence des contrats pour une bonne gouvernance du secteur extractif en République démocratique du Congo. Témoins de l'événement, Mireille Makese et Céline Bumba. Relativement à la publication des contrats, un débat est apparu récemment au sujet des types de contrats du secteur extractif à publier, d'où la tenue de cet atelier sous format de panels où les intervenants de diverses formations sont choisis sur base de leur connaissance du secteur extractif et d'expertise dans les questions des contrats. Chaque panéliste a donné son point de vue sur les thématiques choisies, notamment l'intérêt et l'utilité de la publication des contrats, le cadre légal et réglementaire applicable en RDC et la réponse à l'exigence de la transparence dans les industries extractives. L'atelier sur la transparence dans la publication des contrats était une chose extrêmement importante. C'est un fait de société. On en discute. Il y a des divergences entre les opérateurs économiques
et l'État congolais ainsi que les citoyens. La première des choses, c'est s'assurer que l'on sait qui est dans l'actionnariat d'une entreprise. 2, il faut désamorcer les politiques dans la participation économique dans le secteur minier. J'estime que les réveils du pouvoir du citoyen à faire le suivi des engagements pris par l'État est un suivi très important dans la mesure où ceux qui signent les contrats sont des mandataires et ils ont des comptes à rendre aux propriétaires des ressources naturelles qui sont en fait les citoyens. Et en formant les citoyens à la lecture de contrats, mais aussi aux enjeux qui tournent sur les ressources naturelles, il est clair qu'on peut obtenir non seulement des changements importants, mais aussi on peut obtenir que l'État continue à respecter ses engagements pris dans le cadre d'un contrat, à condition que ces engagements soient profitables au pays. Certaines parties prenantes estiment que la publication devrait se limiter aux seuls contrats en lien avec l'exploitation des ressources naturelles. Par contre, d'autres parties se fondant sur les principes fondateurs de l'ITIE estiment que le champ de publication des contrats du secteur extractif ne doit pas être limité. Il doit couvrir non seulement l'exploitation, mais aussi la commercialisation, le négoce et la sous-traitance. Ces principes fondateurs améliorés de l'ITIE vont garantir la transparence et la bonne gouvernance. Nous nous sommes attardés sur le type de contrat à publier. Nous nous sommes convenus que tous les contrats impactant les ressources naturelles doivent être publiés à tous les niveaux. Et certaines parties prenantes ont exprimé le souci de voir que la loi ne peut pas être à géométrie variable. Donc, presque tout le monde est d'accord avec moi que nous nous convenons que tous les contrats, à chaque maillon de la chaîne de l'exploitation minière ou pétrolière ou même forestière, tout contrat doit être publié. À la fin des travaux, les participants réunis en 3 groupes de travail recommandent les mesures d'application du décret du Premier ministre numéro 11/026 du 20 mai 2011 portant obligation de publier tout contrat ayant pour objet les ressources naturelles que le ministre du portefeuille des hydrocarbures et des mines signe un acte réglementaire qui peut être sous forme d'un arrêté interministériel qui contraint les signataires des contrats dans les secteurs extractifs à les publier dans les 60 jours conformément au décret. Inspection générale des finances. La RD Congo a connu entre 2012 et 2019 les détournements historiques de son histoire en termes de centaines de millions de dollars américains. La bonne gouvernance vantée en cette période n'était que la poudre aux yeux pour faire main basse sur les richesses de la RDC et mettre le pays à genoux. Mais avec la patrie financière décrétée par l'Inspection générale des finances depuis le début de l'année 2021, nous pouvons vous rassurer que plus jamais on parlera de détournement des dizaines de millions de dollars en RD Congo. C'est le début de la vraie bonne gouvernance. Inspection générale des finances. Débuté le 31 octobre 2021, les travaux de transposition de la nomenclature du système harmonisé version 2022 dans les droits et taxes à l'importation et à l'exportation se sont clôturés le lundi 15 novembre dernier à Béatrice Hôtel, ici à Kinshasa. Les experts de la Direction générale des douanes et axes DGDA sont parvenus à doter la République démocratique du Congo des tarifs douaniers à jour et alignés sur la nouvelle version du système harmonisé de désignation et codification des marchandises. Ruth Kambaji et Christian Kinina pour le reportage. Les experts de l'administration douanière ont travaillé durement pendant 16 jours pour doter la République démocratique du Congo à partir du 1er janvier 2022 des tarifs douaniers à jour et alignés sur la nouvelle version du système harmonisé des codifications de marchandises. C'était au terme des travaux de transposition de la nomenclature du système harmonisé version 2022 dans les tarifs et droits et taxes à l'importation et à l'exportation.
Ces assises se sont inscrites dans la droite ligne de la modernisation des instruments douaniers utilisés dans la collecte de la fiscalité des ports. Les marchandises qui entrent sur le territoire d'un pays ou qui en sortent sont passibles des droits et taxes prévus dans le tarif douanier. Celui-ci, le tarif d'encre, est un instrument par excellence pour la réalisation des missions fiscales et économiques de la douane. Ici est de signaler que la quasi-totalité des tarifs douaniers dans le monde ont pour socle la nomenclature du système harmonisé de désignation et de codification de marchandises, en sigle SH. Il s'agit d'une nomenclature internationale polyvalente élaborée par l'Organisation mondiale de douane, OMD, pour le classement des produits échangés au niveau international et la tenue des statistiques fiables du commerce extérieur. Ce système harmonisé des désignations et des codifications des marchandises est une nomenclature internationale conçue par l'Organisation mondiale des douanes OMD dans le but d'élaborer les tarifs douaniers et de faciliter l'établissement des statistiques internationales. Véritable langage du commerce international. Les SH reposent sur des règles bien déterminées destinées à faciliter son interprétation uniforme. À ce jour, il est utilisé par la quasi-totalité des douanes du monde. Plus de 88% des marchandises échangées dans notre planète sont classées en fonction du SH. Le SH est révisé tous les 5 ans. Sa 7e édition dénommée SH 2022 entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Sachez que cette nouvelle nomenclature apporte de modifications majeures dans les tarifs douaniers nationaux, finalisés au cours de ces travaux avec un total de 351 jeux d'amendements couvrant un large éventail des marchandises. Ces modifications comprennent notamment la prise en compte de nouveaux produits marchands, la suppression de certaines lignes tarifaires se rapportant aux produits qui ne font plus l'objet du commerce international, l'insertion de nouvelles notes pour préciser les classements de certaines marchandises, l'adaptation aux meilleures pratiques du commerce international et la clarification des textes tarifaires en vue de garantir leur application harmonieuse. La mise en œuvre de cette nouvelle nomenclature permettra au Congo-Kinshasa, en tant que membre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, de se conformer à ses engagements internationaux à l'égard de l'Union africaine, notamment en matière de concessions tarifaires pour la libéralisation du commerce africain, des règles d'origine préférentielle et de la mise en application du tarif préférentiel de la ZLECAf. Dans les régies financières, sachez qu'une grève couvre à la Direction générale des impôts, à la Direction générale des douanes et accises et à la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations. Nous pensons que trop c'est trop. Nous donnons au gouvernement, mieux nous pouvons dire, 72 heures pour appuyer les rétrocessions du mois de septembre, octobre et novembre. Passé ces délais, l'intersyndicale des régies financières se verra dans l'obligation de tenir des assemblées dans les 3 régies financières et se mettre à la disposition des agents pour la suite à réserver. Ce préavis de grève annoncé par l'intersyndicale des régies financières a été bien entendu au ministère des Finances. Des sources concordantes, nous apprenons que l'argentier national Nicolas Kazadi vient d'ordonner le paiement de la rétrocession du mois de septembre 2021 pour toutes les régies financières, avec la promesse de payer incessamment le mois d'octobre et novembre 2021. Les agents du fisc sont donc appelés à mettre un peu d'eau dans leur vin pour permettre à l'État congolais d'avoir les moyens de sa politique en entendant d'accéder à tous leurs droits pour les régies financières, donc dans un bref délai. Une bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. Le conseil d'administration du groupe de la Banque africaine de développement BAD a approuvé vendredi 26 novembre 2021 à Abidjan, en Côte d'Ivoire,
L'octroi de 99,39 millions de dollars américains à la République démocratique du Congo pour la réalisation de la phase 1 entre Bukavu et Nyamukubi du projet d'aménagement de la route Bukavu-Goma. Cet appui financier se compose d'un don de 52,07 millions de dollars américains du Fonds africain de développement, le guichet des financements concessionnels du groupe de la banque, et d'un prêt de 47,32 millions de dollars américains issus de la facilité d'appui à la transition. Ce financement a pour objectif de désenclaver les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu et de réduire la pauvreté dans cette partie du territoire national. Il vise notamment à améliorer les niveaux de service de la chaîne logistique de transport sur l'axe routier Bukavu et Goma, ainsi que les conditions de vie des populations de la zone d'intervention du projet, note la Banque africaine de développement BAD. Tenu ce vendredi 26 novembre 2021 au Fonds de promotion de l'industrie de 2 réunions stratégiques sur le démarrage effectif des projets de construction de la route Mbujimai-Kananga longue de 188 km sur la route nationale numéro 1 et la centrale photovoltaïque de 10 MW de Chipuka à Mbujimai. 2 réunions conduites par le directeur général intérimaire Jean-Claude Kalenga Makonga, avec d'une part les 2 entreprises égyptiennes chargées de réaliser ces travaux, à savoir Sankrit et le groupement Hassan Alam Construction Pejesco, et d'autre part avec le bureau de contrôle et de surveillance kosovar Grand International Group. Objectif visé, baliser le chemin pour la réussite de ces projets. Commentaire signé Ruth Kambaji sur les images de nos confrères de la cellule de communication du FPI. La première réunion a mis autour de la table le directeur général intérimaire du FPI, Jean-Claude Kalenga Makonga, accompagné de ses experts, les bureaux de kosovar, de contrôle et de surveillance Grand International Group et l'entreprise égyptienne Sam Gritz. Au centre des échanges, le lancement du projet de construction de la route reliant les villes d'Mbujimai dans les Kasaï orientales et Kananga dans les Kasaï centrales, longue de 188 km. La rencontre a permis aux 3 parties de se fixer sur les termes de collaboration, de définir les objectifs à poursuivre, les risques inhérents et de mettre en place un plan de mitigation des risques. Séance tenante, le patron du FPI a recommandé à ses 2 partenaires de développer le sens du professionnalisme dans le travail, l'anticipation et la bonne circulation des informations afin d'atteindre les résultats escomptés. C'est une des réunions qui lance officiellement les travaux que nous menons dans le Grand Kasaï en rapport avec la route Mbujimai-Kananga, 188 km. Les équipes de la société Sankrit qui est chargée de réaliser cette route sont arrivées et les équipes de contrôle et surveillance du groupe Grandi Group sont arrivées. Donc il faut une réunion de concertation, de planification, d'échange de la documentation et surtout d'évaluation des risques avant qu'ils ne descendent sur Mbujimai et entamer le commencement de travaux. La route est subdivisée en lots et nous allons commencer déjà avec le premier lot. Nous ne voulons pas faire des annonces, nous aimerions plutôt vous montrer les images et les inspections et les visites que nous ferons sur terrain. La deuxième réunion a mis aux prises la haute direction du FPI, les consortiums égyptiens, Assam Alam Pejesco, qui a déjà débuté avec les travaux préliminaires de construction de la centrale photovoltaïque de Chipuka d'une capacité de 10 MW à Mbujimai. Au cours de la rencontre, les parties ont évoqué les aspects techniques liés à la mobilisation du personnel avec l'arrivée de la 2e équipe qui va s'installer à Mbujimai pour accélérer les travaux sur le terrain. Nous voulons l'électrification de la ville de Mbujimai le plus rapidement possible. Et cette équipe qui est déjà en Mbujimai, qui a déjà commencé le travail sur terrain, à faire le balisage où on devra installer les centrales solaires, ils sont déjà en Mbujimai depuis bientôt 1 mois. Les autres équipes viennent d'arriver. Là, il n'y a pas de problème. Ils ont déjà commencé. Le travail de fondation prend toujours du temps. Mais l'élévation des murs, quand je le dis, va très vite. Ils sont dans les fondations. C'est une joie que nous puissions démarrer parce que c'est un cheminement commun avec ces entreprises, avec la présidence de la République, le gouvernement. L'essentiel, c'est
de commencer. Pour marcher, il y a toujours un premier pas. Même si vous faites 30 000 km, mais il y a toujours un premier pas et nous venons de le faire. Pour rappel, ces rencontres sont consécutives à la signature au mois d'octobre dernier au Caire, en Égypte, des avenants au contrat d'exécution des travaux entre FPI et ses partenaires. Jean-Claude Kalenga l'a dit, nous mettons full les gaz pour atteindre les objectifs nous assignés pour répondre aux attentes du chef de l'État dans le cadre de son programme de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités sociales dans les Grands Kasaï. À Mbujimaï, les travaux de construction, réhabilitation et modernisation des infrastructures structurantes inscrits dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités sociales avancent très bien. C'est le constat fait par le président du conseil d'administration du FPI, Constantin Chiyombo Kasonga, vient d'effectuer une mission d'inspection dans cette partie du territoire national pour inspecter donc ces travaux qui concernent les écoles et les hôpitaux. C'était le samedi 20 novembre 2021. Une fois de plus, retrouvons Ruth Kambaji pour le détail. Les travaux avancent très bien, on ne s'y attendait pas. L'équipe des entrepreneurs en place ainsi que celle du bureau d'études et contrôle collaborent très bien. C'est ce qui fait que les délais est respecté. Propos de Constantin Chiyombo, président du conseil d'administration du FPI, après inspection des travaux de construction, réhabilitation et modernisation des infrastructures structurantes inscrits dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités. Accompagné du directeur adjoint des études du FPI et chef d'équipe du projet Grand Kasaï et d'autres membres de la direction générale du FPI, la délégation conduite par le PCA a entamé sa visite des chantiers de l'école élémentaire du 4 janvier située le long du boulevard Laurent-Désiré Kabila. Sur place, Constantin Chiyombo a reçu des explications techniques de l'architecte Moïse Ngoy, responsable du bureau d'études et de contrôle de ces programmes présidentiels. Les deux bâtiments réhabilités ont désormais une nouvelle toiture. Leur intérieur est refait pour permettre à leurs locataires d'étudier dans de meilleures conditions. Mêmement pour le mur du bâtiment de l'étage supérieur déjà sorti des terres et s'élève progressivement. À l'hôpital général des références des Cancélés, deuxième étape de la visite, la délégation a visité plusieurs bâtiments en cours d'élévation de murs. Bâtiments administratifs, salles d'opération, laboratoire, morgue, bâtiment physiothérapie jusqu'au bâtiment de la banque des sangs. Avant de se rendre à l'hôpital général de la Mouya, à ce stade, l'entreprise Sadi est à l'œuvre avec les élévations de murs de plusieurs bâtiments déjà au niveau du linteau. Ensuite, la délégation a mis les caps sur l'Institut Kalenda Moudichi. Ici, deux nouveaux bâtiments, l'un du primaire, l'autre du secondaire, sont en construction. Les ouvriers travaillent d'arrache-pied pour respecter les délais des 12 mois leur impartis. Motif de satisfaction pour Constantin Chiyombo qui restait optimiste quant à la remise des clés dans les délais, tout en promettant de faire un rapport conséquent au ministre de l'Industrie une fois de retour à Kinshasa. Les travaux avancent très bien. On ne s'y attendait pas. L'équipe en place des entrepreneurs, le bureau d'études ou des contrôles, nous collaborent très bien dans ce sens que le délai est respecté. Nous avions donné le fonds de démarrage, ils ont bien démarré et bientôt ils vont introduire des factures pour que nous puissions payer la deuxième tranche pour le permettre d'avancer. Nous sommes fiers d'aller faire le rapport à notre ministère de tutelle, le ministère de l'Industrie, pour lui montrer que le fonds que nous avons mis à la disposition des entreprises de construction qui sont installées au Kasaï oriental est bien utilisé. Quelques petites difficultés sont là. Ce sont des choses que les ingénieurs, les entrepreneurs sur le terrain vont arriver à corriger et faire les rapports à notre direction générale. Constantin Chiyombo a rappelé la détermination du FPI à matérialiser la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, celle d'investir dans les infrastructures structurantes afin de donner une nouvelle image au pays en général et à la province du Kasaï oriental en particulier. Le PCA du FPI a enfin appelé la population à rester calme, à ne pas écouter les propos de personnes qui n'ont aucune connaissance en matière des infrastructures.
Restons encore à Mbujimayi où la formation des enquêteurs et superviseurs sur la collecte des données dans le cadre du projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique PRAP appartient désormais au passé. La clôture de ces renforcements des capacités est intervenue vendredi 26 novembre 2021 par les modalités pratiques et la signature des contrats par les enquêteurs et superviseurs. Reportage d'Emery Kazadi, notre correspondant permanent au Kasaï oriental basé à Mbujimayi. Regardez. C'est le jeudi 26 novembre 2021 que la formation théorique et pratique a été clôturée. Le facilitateur, à savoir le professeur Michel Disonama, consultant économiste, statisticien et coordinateur des enquêtes de base du PRAP, donne l'essentiel des matières ayant été au menu de cette session. Cette formation a porté sur les outils de collecte de données. Donc nous avons deux formulaires importants. Le formulaire qui permet de collecter les données sur les fonctionnaires et le formulaire qui permet de collecter les données sur les ménages. Et en plus de ces outils, on a également formé sur les outils de collecte avec la technologie moderne, avec la nouvelle technologie de l'information. Notamment, nous avons formé les gens comment utiliser les logiciels Survey CTO Collect. Et voilà, c'est ça que nous avons fait pendant ces jours ici, et pendant 10 jours pratiquement. Et 56 personnes ont été formées et aujourd'hui on peut espérer et nous sommes sûrs que nous avons maintenant une compétence dans l'utilisation des collectes de données à partir des téléphonie mobiles. De leur côté, les apprenants ont apprécié à juste valeur les modules suivis. Si certains ont déjà utilisé le matériel à d'autres occasions, il y en a qui ne sont qu'à leur premier contact avec cet outil NTIC. La formation s'est bien passée, mais il ne manque pas les difficultés partout dans ce que nous avons appris. La formation s'est bien passée. Nous avons maîtrisé les points essentiels et d'autres points, nous avons encore des difficultés, mais je pense que sur le terrain, nous allons s'adapter par rapport à ça. Nous avons suivi avec assiduité cette formation sur le programme de rajeunissement et de réforme de l'administration publique. Et nous avons en tout cas eu une formation plutôt bonne. Nous avons eu des bonnes impressions. Et nous sommes rassurés que vis-à-vis de ce que nous avons eu comme formation, nous aurons aussi à transmettre cela, en fait, et récolter des données de qualité comme cela nous a été demandé. C'est une formation qui s'est très bien passée dans les normes et la salle a été plus active en fait. Nous avons participé de manière correcte. C'était des échanges avec les formateurs de Kinshasa et nous espérons que les résultats seront bons. Je ne suis pas à ma première fois. C'est un logiciel que j'ai eu à utiliser plusieurs fois dans les différentes enquêtes que j'ai eu à mener. Nous avons suivi une formation ici dans le cadre du projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique. Pendant la période de 10 jours, bien sûr, c'était vraiment une manière de doter aux enquêteurs une connaissance sur ce qu'ils devraient réellement faire. Alors, la formation s'est tellement bien passée et nous en sommes contents. Nous avons eu à faire des jeux de rôle dans la salle pour nous habituer avec les matériels et aussi donc des outils en général. Nous avons également conduit des enquêtes pilotes dans les différents services publics. Il faut rappeler qu'au courant de la semaine, après avoir reçu les tablettes, les participants ont eu à simuler des enquêtes en salle avant de mener quelques enquêtes pilotes sur terrain. Le dernier jour a été consacré à la signature des contrats pour les enquêteurs et superviseurs. Une brève séance a même été organisée pour les points focaux. Toujours au PRAP, mais cette fois-ci ici à Kinshasa pour parler pré-atelier des présentations des résultats de la mission de rationalisation et simplification du processus de départ à la retraite au sein de l'administration publique congolaise tenu du 24 au 26 novembre 2021 au centre interdiocésain dans la commune de la Gombe. Objectif de ces travaux
rationaliser et standardiser le processus de mise à la retraite de façon à les rendre plus pratiques et adaptés aux réalités et lois du pays afin de garantir une régularité et automaticité des départs à la retraite des agents de carrière des services publics de l'État. Priska Sekana et Christian Kinina pour le reportage rendu par Fabien Bakayaka. La mise à la retraite dans l'administration publique congolaise constitue encore à ce jour une épine dans le pied de l'État congolais qui peine encore à s'en débarrasser, faute des moyens financiers suffisants mobilisés par l'État pour le paiement des allocations de fin de carrière. La modicité de la pension s'ajoute à cela et le délai de la maturation du processus de départ des éligibles qui reste très long. Voilà pourquoi, grâce au projet des réformes et des rajeunissements de l'administration publique, PRAP, une étude a été menée durant 3 mois par un consultant individuel chargé de la rationalisation et standardisation du processus de mise à la retraite des agents de carrière des services publics de l'État afin de pallier à ces problèmes. Les processus anciens, au lieu de contribuer au départ normal de la mise à la retraite, étaient un pesanteur. On sait qu'il y avait des étapes qui nécessitaient suffisamment de temps pour que les acteurs puissent contribuer au processus normal. Après avoir passé 3 jours au centre interdiocésain, soit du 24 au 26 novembre 2021, les participants à ces pré-ateliers venus des différents ministères ont apporté plusieurs innovations et recommandations dans le manuel de procédures de mise à la retraite sur lesquels ils se sont penchés en 2 commissions afin de rationaliser et standardiser les 10 processus de façon à le rendre plus pratique et adapté aux réalités et lois du pays. C'est aussi pour garantir une régularité et une automaticité des départs à la retraite des agents de carrière des services publics et de l'État. Les différentes parties prenantes, ceux du budget, ceux des finances et ceux de la fonction publique, ont pu travailler ensemble pour dégager maintenant en matière procédurale ce qu'il faudra faire pour que la garantie, donc quand quelqu'un part en retraite, que la garantie du paiement de ces amitiés, de ces locations fin carrière, soit faite dès qu'il est en possession de sa notification. Les innovations est que tout se fera dans un schéma qui sera bien cadré, dans un schéma qui sera automatisé dans le système intégré de gestion de ressources humaines et paye, sous le fondement de la GPEC, de la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences. Donc il y a une date d'entrée au sein de l'administration et il y a une date de sortie après avoir passé des beaux et loyaux services au sein de l'administration. L'étude du consultant ayant rencontré les attentes formulées dans la vision de la réforme et de l'administration publique. La prochaine étape des échanges sera celle de valider les schémas proposés dans le manuel simplifié du processus de mise à la retraite des agents de carrière des services publics et de l'État. À la primature, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a mené d'intenses activités au cours de la semaine du 22 au 27 novembre 2021. C'est ce que nous dit en tout cas Didi Mavambou dans ses commentaires. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présidé le lundi 22 novembre 2021 à Kinshasa la cérémonie de signature du programme Pays pour le travail décent 2021-2024 PPTD, cadre de concertation entre les mandats tripartites. Cette cérémonie organisée par le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale est l'aboutissement d'un long processus de formulation, d'élaboration et de mise en œuvre du dit programme en RDC. C'est le fruit des efforts tripartites, gouvernement, organisation des travailleurs et des employeurs, avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Mardi 23 novembre, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a reçu dans son cabinet de travail le caucus de députés nationaux de la province du Kasaï oriental. Les échanges ont porté sur de multiples problèmes qui se posent dans cette province. Attendu ou positif. Nous avons beaucoup plus abordé le problème des infrastructures.
Nous avons abordé le problème des infrastructures, le problème d'emploi, de perte d'emploi, le problème de la relance de l'AMIBA. Quand on parle de l'emploi, on voit d'abord le problème de l'AMIBA, qui est un problème qui préoccupe tout ressortissant du Kasaï oriental. Le problème de la Brassimba qui a été fermée, on en a parlé. Le problème du désenclavement de la province du Kasaï oriental et le problème de l'énergie, on en a aussi évoqué. L'amélioration des conditions de vie et la protection de populations au cœur d'une réunion mercredi 24 novembre entre le Premier ministre congolais et la communauté humanitaire en RDC. Cette 4e réunion, depuis l'avènement du gouvernement des Warriors, a fait le tour d'horizon de la situation humanitaire sur l'ensemble du territoire national et a permis de valider les chiffres de l'assistance humanitaire pour l'année 2022, évalué à 5 millions de personnes qui ont besoin d'aide humanitaire en RDC, selon le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Modeste Mutinga Muchishayi. Le Premier ministre est très préoccupé par la situation de crise humanitaire qui se vit dans notre pays, dont le tableau est clair dans la mesure où on peut relever un nombre impressionnant de déplacés, chiffré à peu près à 5 millions, et un nombre de détournés, chiffré à peu près à 2 700 000. Ce même tableau noir indique près de 27 millions de Congolaises et Congolais qui souffrent de l'insécurité alimentaire, près de 6 millions d'enfants qui souffrent de la malnutrition. De son côté, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, coordonnateur résident et coordonnateur humanitaire David McLachlan Carr, a salué la tenue de cette importante réunion et a rassuré le gouvernement de l'accompagnement de la communauté humanitaire dans son ensemble. C'était pour valider les chiffres pour assistance humanitaire pour l'année prochaine, 2022, mais aussi d'évaluer ensemble l'impact de notre coopération de cette année, 2021. Vendredi 26 novembre, le Premier ministre a reçu le recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur Gilbert Kashiba Fitula, qui a été élu au conseil d'administration de l'agence universitaire de la francophonie. Le recteur de l'université de Lubumbashi est venu annoncer officiellement au Premier ministre Sama Lukonde son élection pour siéger au conseil d'administration de l'agence universitaire de la francophonie en qualité de représentant universitaire de la région d'Afrique centrale et des Grands Lacs. Pour le professeur Gilbert Kashiba, l'université congolaise est aujourd'hui partie prenante à la percée de la RDC sur le plan international. Donc les universités sont attendues là où il faut que l'homme soit formé qualitativement pour que la société soit qualitative. Le délégué général du groupe Angèle, Jérôme Sekana Penepapa, a procédé le samedi 20 novembre 2021, ici à Kinshasa, cette fois-ci, à la restitution des activités de ce groupe exécutées dans la partie est de la RDC. Jocelyn Babalomba pour les détails. Il est rare de voir un millionnaire socialiste au monde, dit-on, car il ne dépense pas n'importe comment et connaît la valeur de l'argent. Mais ce qui n'est pas le cas avec le groupe Angèle. Ces entreprises des droits congolais continuent de surprendre leurs consommateurs potentiels qui sont les peuples congolais, mieux la population congolaise dans toute sa diversité, ce à travers les œuvres sociales et caritatives du groupe Angèle. Après avoir remis officiellement les 3 forages d'eau potable d'une capacité de 20 000 mètres cubes chacun à la population de Bunia, Beni et Butembo. Le délégué général de la firme Angèle, Jérôme Sekana Penepapa, a fait la restitution de sa mission dans la partie est du pays devant les professionnels des micros et de la plume. À l'en croire, ces 3 sociétés de droit congolais investissent un tant soit peu pour améliorer le vécu quotidien du peuple congolais. Comme beaucoup de Congolais sont les véritables ennemis du développement et de l'amélioration des conditions de vie des Congolais à travers les œuvres philanthropiques qu'éposent Angèle Cosmetics, Palmco et Okeplast sur le terrain.
Certaines personnes mal intentionnées diffusent des fausses informations et font une campagne de diabolisation à travers les réseaux sociaux et dans certains médias de la place dans le but de discréditer l'image de marque du groupe Angel, qui respecte minutieusement toutes les lois du pays. Le blanchiment des capitaux au Kei kuna na batoyanani ba terroriste kuna ozimbongo na bango kuna oye okomiawa o investir yango na ba domaine moko boye et pour que ba yebateke ozi ba milliards au komi kotonga nango banda en désordre. Attention, nous ça fait 15 ans que nous existons dans ce pays. 15 ans. Et nous ne sommes pas qu'ici. Nous sommes installés confortablement au Sénégal. Nous sommes installés confortablement en Côte d'Ivoire. Nous sommes installés confortablement au Nigeria. Nous sommes installés confortablement en Angola. Nous sommes en train de mettre pied. Nous sommes en train de nous installer en Zambie. Vous comprenez? Et puis, l'argent que nous récoltons, c'est traçable. Tout ce que nous faisons, vous pouvez aller à la DGRK, vous pouvez aller à la DGI, on peut vous donner des informations sur la masse monétaire que nous manipulons. Nous sommes au contact avec la population. C'est la population qui nous permet de faire ce que nous faisons. Et nous prenons les risques. Nous allons construire un grand immeuble dans 16e. Kalamingite Fondation Tobandi. Et nous allons bon blanchiment. C'est de l'argent propre. Et source nango ezo monana. Donc notre PCO ba succursale. Donc donc vous risquez de tomber dans les panneaux de ceux qui sont jaloux de ce que nous faisons. Hydroquinone est en bas 12 nango. Au-delà de 2%, c'est-à-dire 3% est commis mabé. Mais beaucoup de talaba produit nabiso. OCC azawana. Jamais ekokiko dépasser degré 2% oyo gouvernement à lobby et salama. Et nyon ces na ko nuire na santé. Il faut boyer baboy. Ba maman nabiso parfois ba sala ka bango moko marbe. Akosomba produit A asangisi na produit B na produit C. Mélange oyo soki alotaki yango na ndoto soki utaki wapi ami pakoli yango et sali ba dégâts. Oh non, ils abisotent. Dans les tout prochains jours, le groupe Angel annonce les actions humanitaires de grande envergure à travers la République démocratique du Congo. Et puis sur le marché d'échange, sachez que le site internet de la Banque centrale du Congo est inaccessible ce samedi 27 novembre 2021, mais au parallèle, les taux variaient entre 1990 et 2000 francs congolais le dollar américain dans la majorité des communes de Kinshasa. À l'aéroport international d'Indjili, la devise américaine s'échangeait à 1990. 2000 francs congolais, c'est les taux observés dans plusieurs supermarchés de Kinshasa, sauf à Hyper Saro, où le billet vert s'est échangé à 2050 francs congolais. 2034 francs congolais, le roi dollar, précisément sur l'avenue Lukusa dans la commune de la Gombe. À Isiro, dans la province du Haut-Ouélé, le dollar américain a valu 1990, 2000 francs à la fois à Matadi au Congo central, à Mbandaka à l'Équateur, à Chikapa au Kasaï et à Bunia en Ituri. Enfin, le pic du taux de change à l'intérieur du pays a été observé ce week-end à Banalia. Nous sommes là dans la province de la Chopo où un dollar américain a valu 2005 francs congolais. Chute spectaculaire des cours du brut sur le marché international à la dernière semaine du mois de novembre. Le baril de la mer du Nord est en forte baisse de 11,38% à Londres, se négociant à 72,89 dollars américains. Forte baisse également de 12,35% du prix du brut léger américain West Texas Intermediate WTI à New York. Le baril se négociant à 68,50 dollars américains. Selon le site prixdubaril.com, les cours du brut ont vécu vendredi leur pire journée en 17 mois, heurtés de plein fouet par la découverte d'un nouveau variant du coronavirus appelé Omicron, qui fait peser le doute sur la trajectoire de l'économie mondiale.
Sur le marché minier, toujours en dessous de 10 000 $ américains, le prix de la tonne métrique du cuivre est à 9 931,85 $ américains, soit une hausse de 1,08%. Le cobalt, de son côté, poursuit son envolée, dépassant les 60 000 $ américains la tonne. En cette dernière semaine de novembre, la tonne métrique du cobalt est à 62 850 $ américains, en hausse de 1,06%. L'once d'or est à 1792,28 $ américains, toujours à 0,00% pour la 35e semaine consécutive. Côté produits agricoles, la tonne du maïs s'est négociée à 587 $ américains en hausse de 1,08%. Baisse par contre du prix de la tonne du riz de 0,87% pour se situer cette semaine à 14,29 $ américains. La tonne du blé, quant à elle, revient à 826 $ américains, en baisse de 3,56%. La tonne du café est en hausse de 0,37% à 243 $ américains. Celle du cacao est en forte baisse de 6,70%, se vendant à 2396 $ américains. Enfin, le coton a perdu 3,35% de sa valeur, la tonne se négociant à 112 $ américains. Madame, Messieurs, la grand-messe des finances publiques en République démocratique du Congo est ainsi dite. Merci de l'avoir suivi à Bunia. Nous sommes là dans la province de l'Ituri, à Beni et Butembo dans la province du Nord Kivu. Fiscalité et développement revient déjà la semaine prochaine. Avec le même plaisir, nous serons heureux de vous retrouver. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir et à très bientôt.